Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cet Indie Club. Je suis ravie de voir que vous êtes déjà nombreux à être connectés avec nous. Donc, on va attendre avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais donc, du coup, moi, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Oriane Texera et je suis responsable pédagogique chez Indigo. Et donc Indigo, donc je vais vous l'expliquer un peu après. Donc on est une école et régulièrement, à peu près 2 fois par mois, on organise des Indie Clubs qui sont des rendez-vous en ligne pour soit vous présenter des nouveaux métiers de la transition écologique et de la RSE, soit pour décrypter des concepts liés à la RSE. Ça peut être des concepts comme l'éco-conception, ça peut être aussi des réglementations. L'idée, voilà, de ces rendez-vous, c'est de vous donner un maximum d'informations sur des sujets, soit que vous maîtrisez peu, soit pas du tout, que vous puissiez échanger avec des experts du sujet et que vous puissiez, voilà, vous nourrir un maximum. Donc voilà, c'est profitez-en pour poser voilà un maximum de questions. On est là pour ça et on y répondra au fur et à mesure de la conversation. Donc pour ceux qui connaissent pas Livestorm, c'est normal, vous n'avez pas votre caméra et votre micro, mais vous avez l'onglet chat en bas à droite et un onglet aussi questions. Donc ces deux onglets sont pour vous. Vous pouvez y mettre toutes vos questions pour que la conversation soit la plus interactive voilà, possible. Alors, donc pour ceux qui connaissent pas l'école Indigo, je pense que voilà, je vois qu'il y a des alumni en ligne, donc vous connaissez déjà. Donc on est une formation, on est une école de formation, pardon, qui a déjà 1 an et demi. Donc on a environ 160 alumni. Et en fait, la volonté d'Indigo, c'était de former des personnes à intégrer la responsabilité de leur métier, puisqu'on avait beaucoup de personnes qui étaient déjà sensibilisées au sujet, qui avaient fait des fresques du climat ou des ateliers d'automne, mais en fait, qui se disaient que c'était pas assez et qui voulaient passer à l'action dans leur métier. Donc, tout comme on s'est formé à la transformation digitale il y a quelques années, aujourd'hui, il n'y a plus de responsable du digital. C'est quelque chose qui est infusé dans tous les métiers. Et ben, c'est pareil avec les sujets de transition écologique, qu'on soit aux achats, au marketing, à la finance ou voilà, dans tous les métiers, ça va petit à petit prendre une place de plus en plus importante. On le voit d'abord, on le voit beaucoup sur la finance et les sujets juridiques aujourd'hui, mais ça va s'infuser dans énormément de corps de métier. Donc voilà, donc on voulait former donc voilà, toutes les personnes, soit du coup intégrer la responsabilité dans leur métier, soit se former au nouveau métier aussi, au métier par exemple de responsable RSE qui est tout nouveau depuis quelques années, au métier de consultant climat ou au métier par exemple lié à l'éco-conception, donc qui sont des métiers qui sont très spécifiques et qui sont du coup tout nouveaux. On avait du coup envie d'avoir pour ça des formations qui sont pratiques, pas des formations qui sont descendantes, mais des formations durant lesquelles vous êtes aux côtés d'experts du terrain et donc qui vous font travailler sur des problématiques du quotidien. Donc on n'a que des personnes qui sont en entreprise aujourd'hui. On travaille pas avec des formateurs, mais des personnes comme voilà Caroline aujourd'hui qui vous expliquera donc ce qu'elle fait. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir de vous de vous donner l'occasion d'échanger avec des experts qui sont du coup au courant des vrais enjeux de la RSE dans les entreprises. Pour vous donner du coup voilà un peu une idée des personnes avec qui on peut travailler, parce que sinon ça va vous paraître un petit peu flou. On a aussi bien des intervenants qui sont dans des grands groupes comme Thibaut qui était directeur achat et services chez Métro France, ou Marc qui était en leader éco-conception chez Decathlon. On a aussi des personnes qui sont plutôt côté cabinet de conseil, comme Marcella, qui travaille chez Axio, qui est un logiciel qui accompagne les PME dans leur bilan carbone, ou même Clara, qui a travaillé chez Profil, qui est un cabinet de conseil axé beaucoup sur le sujet de la décroissance, ou bien des personnes qui sont dans des entreprises plutôt côté finance, comme Anaïs, ESG, qui est ESG manager et qui du coup est bien au courant des sujets de finance et de réglementation. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer un peu le panel des différents types de professeurs. Là, je vous les ai pas tous mis, mais voilà, c'est des professeurs avec qui, voilà, avec qui on travaille.
Hello! Alors, comme vous pouvez le voir, Oriane a disparu. Et ça, c'est les aléas du direct. Et c'est super fun. Voilà, c'était tout ce que c'était. Du coup, elle a disparu de l'écran. Je pense qu'elle est en train de chercher une autre connexion. Donc, elle va arriver dans quelques instants. Et comme je fais partie de l'équipe Maria et que j'étais connectée, je me permets de venir animer ces quelques minutes de vie temporelle entre le moment où elle se reconnecte. Et je pense qu'elle va bientôt arriver. Hop. Mais si ça vous va, comme on est un peu pris par le temps qu'elle se connecte, qu'elle récupère son lien, je peux peut-être vous continuer de vous parler un petit peu de Indigo, comme ça on perd pas de temps et puis on pourra enchaîner directement avec la discussion avec Caroline. Mais du coup, donc Indigo, ça fait partie du campus Maria Schools, qui a aujourd'hui 4 écoles que vous pouvez voir à l'écran, Maestro, Hiro et Lyon. Je ne vais pas détailler ce que fait chaque école, mais si vous êtes intéressé, évidemment, allez jeter un coup d'œil sur le site de Maria Schools. Et du coup, là, c'est à vous. Donc, vous allez avoir quelques minutes pour nous dire dans le chat et dans le sondage qui vous êtes, qui est connecté avec nous. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui. En fait, c'est quoi la question, pour quelle raison vous participez à ce webinaire avec Caroline sur le métier de responsable RSE chez Colgate, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre. Alors, allez-y, je vois qu'on se présente. Je suis consultante ingénieure et formatrice. Ok. J'ai quitté le monde du tourisme et je cherche une reconversion, peut-être RSE, peut-être Catherine. Qui vois-je? Trop bien. Welcome back, Oriane. Après ce petit loupé. Hello, ouais, des petits problèmes de connexion. Je suis de retour. Je vois que Flavie a pris la main. Je me suis permise de monter sur scène. Mais du coup, on en était à la présentation. Vous avez pu rencontrer Flavie. Voilà. Ça, c'est une chance. Normalement cachée dans le chat, mais là, sur scène. Mais du coup, là, on en était aux présentations. Donc, il y a le sondage et il y a pas mal de personnes qui disent un peu ce qu'ils font. Donc, beaucoup de personnes qui souhaitent découvrir un peu le monde de la RSE, certaines qui travaillent déjà, consultants freelance, transition par carbone, par exemple. Donc, pas mal de profils variés, c'est chouette. Trop bien. Et je te laisse peut-être reprendre Oriane. Et si jamais il y a un autre couac pendant le webinaire, je me reconnecterai. Mais bon live à toutes. Merci beaucoup, merci à Flavie. Donc voilà, merci à tous pour vos réponses. Ça nous permet d'avoir voilà une idée des personnes avec qui on va partager cette heure de webinaire. Et maintenant, du coup, je vais laisser Caroline se présenter. Puisque c'est notre guest du jour. Et après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet et dans l'entreprise Colgate. Caroline, je te laisse la parole. Bonjour Oriane, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Caroline Brucker. Alors à titre personnel, on va dire, je suis parisienne de naissance, mais mes parents habitaient au Moyen-Orient quand je suis née, d'un père basque et d'une mère franco-américaine. Donc voilà, j'adore voyager autant qu'on possible et j'ai aimé travailler et vivre à l'étranger, mais peut-être qu'on y reviendra dans mon parcours. Donc à la fois personnel et parcours professionnel. Ça fait plus de 20 ans que je travaille chez Colgate, Palmolive maintenant, essentiellement en France, mais aussi aux États-Unis où est le siège, donc à New York, ainsi qu'en Suisse. Et puis j'ai eu la chance de travailler pour plusieurs pays à partir de la France, donc pour le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Afrique et différentes régions. Donc voilà un peu pour mon parcours jusqu'à présent. Je t'entends pas, Oriane. Et alors, je pense qu'on sait à peu près, on a un peu l'idée de ce que fait Colgate. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un peu plus précisément les activités, parce que je pense qu'on n'a pas forcément en tête l'ampleur de ce que fait l'entreprise. Je vais partager en même temps Oui, j'ai préparé une slide pour effectivement présenter l'entreprise. C'est une entreprise américaine, donc comme je l'ai mentionné, le siège est à New York. C'est effectivement une entreprise qui est née à New York par William Colgate. C'est une entreprise qui a plus de 200 ans, qui est présente dans presque 200 pays et régions dans le monde.
Et vous le voyez, en fait, évidemment, on pense à la marque Colgate, mais on est présent avec beaucoup de marques du quotidien. Vous en avez très probablement au moins une chez vous. Et avec des marques soit leaders, soit numéro 2 ou 3 selon les marchés. Donc, vous le voyez, évidemment en hygiène bucco-dentaire. Donc, il y a la marque Colgate, mais on est aussi présent avec Elmex et Meridol. En soins du corps avec les marques Sanex et Tahiti. Donc, Tahiti, une marque française. Sanex, c'est plutôt une marque européenne. Des produits d'entretien de la maison aussi, donc prévention de l'hygiène dans la maison avec PEC, qui est une marque française, Ajax et Lacroix. Et puis finalement, le soin du linge avec les adoucissants Soupline. Donc voilà, beaucoup de marques différentes finalement qui sont cachées derrière le nom Colgate-Palmolive. Voilà, mais le but commun, c'est qu'en fait, on sente bon et que ça soit sympa chez nous, quoi, qu'on ait en tout cas une maison agréable et qu'on soit pas trop sale. Ouais, c'est vraiment la prévention, l'hygiène, prévention au quotidien, accessible à tous. Vous voyez, c'est que des produits qui sont historiques, mais qui sont aussi abordables et qu'on trouve en supermarché, hypermarché, avec un peu de parapharmacie et pharmacie pour Elmex et Meridol. Mais c'est vraiment le cœur du métier de ces marques-là, faire de la prévention et de l'hygiène accessible à tous en prix. Et c'est sûr, du coup, si tu peux nous dire, toi, comment t'es arrivé chez Colgate et du coup, sur le poste de responsable RSE, est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avant? Est-ce que t'es arrivé chez Colgate et puis au final, il y a une opportunité qui s'est présentée? Enfin, voilà, nous dire. Alors, j'ai fait de façon assez classique une école de commerce. J'avais une année césure. J'ai fait un stage chez Colgate pendant cette année césure, en France et sur la marque Colgate pour le coup. Et à la fin de mes études, ils m'ont rappelé et j'avais beaucoup aimé mon expérience et les valeurs de l'entreprise correspondaient aux miennes. Je savais que l'entreprise était à New York et qu'il y avait moyen et potentiellement de partir aux États-Unis. Donc, quand ils m'ont rappelé après la fin de mes études, j'ai commencé chez Colgate en marketing. J'ai fait en revanche plusieurs métiers de marketing, du marketing opérationnel, du développement produit, de l'achat média, etc. Alors, pour la France, mais aussi pour d'autres pays. Et en fait, pour en revenir au sujet RSE, donc ça fait 3 ans que je suis directrice RSE de la France et du Benelux. Et ce poste, en fait, est venu à la fois d'une envie et d'une frustration. Envie de faire cohabiter mes convictions personnelles avec ma vie professionnelle. Ça faisait effectivement une bonne quinzaine d'années que je commençais à être très sensible aux sujets environnementaux et sociétaux. On va y revenir aussi certainement après aussi. Donc voilà, je commençais à m'éduquer à titre personnel et à changer mes habitudes, à prendre conscience de l'empreinte qu'on peut avoir dans les pays développés, de l'empreinte carbone et de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement et sur le social. Et j'avais envie du coup de retrouver mes convictions et mes valeurs dans mon métier. Et d'une frustration puisque l'entreprise, je le savais, faisait déjà beaucoup de choses. En fait, Colgate, l'entreprise est engagée depuis une vingtaine d'années avec une mission et des actions concrètes, avec des reportings concrets sur le développement durable et l'impact social. Mais ça ne se savait pas. Même en interne, on était quand même assez peu informés sur ce que faisait l'entreprise. D'accord. Il y a une démarche RSE qui existait déjà, même avant du coup la réglementation. Il y avait quelque chose de volontaire qui avait déjà été mis en place. Okay. Exactement. Et venant d'une entreprise américaine, ça peut être un peu surprenant, je dois dire. Je le dirais parfois parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément. Et c'était depuis 20 ans. Cette démarche du coup. Par le groupe. Donc au niveau de New York, on a une équipe qui est basée, qui se concentre sur le développement durable, une vingtaine de personnes, et on a aussi une quinzaine de personnes qui sont sur l'impact social, donc sur la diversité, l'équité et l'inclusion, pour être plus utiliser les termes qu'on connaît en ce moment, qu'on utilise beaucoup. D'accord. Et donc, il y avait quelqu'un déjà qui s'occupait au niveau du groupe de cette démarche RSE et il voulait, enfin du coup, j'imagine que c'est un peu séparé. Il voulait donc une personne pour la France et le Benelux. Du coup, et donc une démarche qui est différente ou comment ça? Alors c'est complémentaire dans le sens où le groupe va analyser évidemment l'empreinte carbone que l'entreprise peut avoir dans son partie opérationnelle, approvisionnement des matières premières, production, mais aussi ce qui se passe après, une fois qu'on a vendu le produit, que deviennent nos emballages, quel est l'impact carbone de nos emballages, de la consommation, de l'utilisation de nos produits aussi. Donc toute cette analyse elle est faite au niveau du groupe, qui va du coup déterminer aussi quels sont les objectifs
qu'on peut atteindre et fixer des actions concrètes, des objectifs plus spécifiques pour les usines, pour les opérations, aux différentes filiales. Et donc ensuite, les filiales sont en charge effectivement de déployer ces objectifs par des actions concrètes pour atteindre les résultats que l'entreprise s'est fixés. Et donc moi, j'interviens dans cette partie davantage de rendre concret les campagnes, les objectifs RSE qu'on peut avoir, mais aussi de les faire connaître en interne et en externe, parce que le premier porte-parole de l'entreprise, ce sont les collaborateurs pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux et les actions que l'entreprise mène pour pouvoir les partager aussi en externe et être fiers finalement de ce qu'on peut faire. Et de voir aussi les limites sur lesquelles on est encore, parce que bien sûr, rien n'est parfait. Non, c'est sûr. C'est pour ça c'est une démarche, une démarche en continu et Oui. c'est jamais arrêté. Mais et toi, alors pour revenir sur du coup ton arrivée sur ce poste-là, Oui. comme tu venais du marketing, comment t'as fait? Est-ce que t'as dû peut-être te former en parallèle? Enfin voilà, comment t'as fait le switch sur ce poste-là qui est assez différent, même s'il y a des compétences que tu avais déjà, notamment de communication, voilà. Mais comment s'est fait ce changement? J'aime bien le dire parce que je trouve que c'est important. C'est moi qui ai proposé de créer le poste. Okay. Donc j'ai fait une petite analyse de marché sur quels étaient les postes RSE, est-ce que ça existait dans des entreprises concurrentes ou pas forcément directement concurrentes, mais dans nos tailles d'entreprise, dans les filiales, etc. Et j'ai recommandé, fait un business plan finalement, un business case pour expliquer pourquoi est-ce qu'on avait besoin de créer ce poste en France. Et j'ai défendu ce projet auprès du comité de direction qui l'a validé. De façon assez naturelle et assez spontanée finalement. Et je trouve que c'est important de le dire parce que on a toujours l'impression que dans les grands groupes tout est figé et en fait non, on peut parfaitement proposer des créations de postes, des nouveaux projets, etc. et avoir une écoute de la direction quand c'est pertinent pour l'entreprise ou pour le business. Donc voilà, donc c'est moi qui ai créé ce poste et j'ai eu la chance, comme c'était une création de poste, et les gens me connaissaient, comme ça faisait 20 ans que j'étais dans l'entreprise, qu'on me laisse beaucoup de liberté sur la façon dont je voulais prendre ce poste. Donc on avait défini ensemble des missions, et je pourrais détailler un peu ces missions, et on m'a laissé le temps de me former, alors en interne bien sûr, avec des experts de New York sur les différents métiers et sur les différents enjeux RSE que l'entreprise pouvait avoir. C'est évidemment les premières personnes auprès de qui je me suis formée. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de formations, de webinars, de podcasts aussi, qui sont sur les sujets RSE et de plus en plus où il y a énormément de partage d'expériences. Et on apprend énormément au travers de ces différents forums ou des écoles avec des modules comme vous pouvez proposer aussi, bien sûr. Donc voilà, on peut finalement obtenir énormément d'informations, même si on travaille encore, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes dans l'audience qui pensent à une reconversion. On peut largement être dans un métier et trouver des façons de se sensibiliser, de se former, au travers de podcasts, de webinars, de contacter sur LinkedIn des experts RSE qui seront contents d'échanger avec vous, de partager leurs expériences pour commencer à appréhender un peu plus ce métier et potentiellement faire une reconversion. Oui, et puis là, je pense que ce qui était aussi assez avantageux dans ta situation, c'est qu'il y avait déjà cette sensibilité au niveau du groupe. Oui. Et donc, du coup, dans tous les cas, il fallait trouver les arguments aussi pour créer un nouveau poste, mais ils n'étaient pas réfractaires parce qu'il y avait déjà tout à fait. C'était déjà un peu compris, en tout cas, par du coup, la direction. D'ailleurs, du coup, toi, en termes d'équipe, comment ça s'organise? T'es rattachée à qui? T'es toute seule ou... Alors, je suis rattachée à la directrice générale de la France et du Benelux. Ce qui est important, c'est important d'être attaché directement au DG parce que on est amené finalement à travailler sur toutes les fonds et sur plein de sujets différents, extrêmement variés, avec des problématiques très différentes. Et donc, on a besoin de pouvoir parler à la direction générale pour pouvoir avoir les bons échanges en fait et le bon soutien finalement, puisque
puisqu'on va travailler sur des sujets réglementaires, donc avec les équipes juridiques et réglementaires, sur bien sûr réfléchir aux nouveaux produits avec les équipes marketing et R&D, mais aussi avec la finance, parce que ça a des impacts effectivement conséquents de travailler sur les enjeux sociaux, développement durable, pardon. Et aussi, une grosse partie de ma fonction, moi, c'est sur l'impact social, et donc on travaille beaucoup avec les équipes RH pour définir ce que veut dire diversité, équité et inclusion en France. Donc on déploie pas mal d'initiatives spécifiques à la France. Donc voilà, c'est important de reporter à la direction. En revanche, je suis toute seule. Alors, je suis toute seule dédiée 100% à la RSE, mais je travaille à avoir des alliés dans chacune des fonctions. Alors, je ne vous cache pas que ça prend un petit peu de temps. Et qu'est-ce qu'on entend par alliés? C'est finalement des personnes qui sont sensibles à ces sujets, soit développement durable, soit impact social. Tout le monde n'est pas obligé de vouloir travailler sur ces deux sujets, hein, mais qui sont donc sensibilisés à titre individuel et qui ont envie de travailler sur ces sujets et qui pourront du coup être force de proposition et déployer les communications au sein de chacune de leurs fonctions. Okay. Et ça m'aide beaucoup. Typiquement, quand on a une initiative diversité, par exemple, on va mettre en place un programme. Il est important qu'il y ait des collaborateurs qui s'approprient le sujet et qui le portent aussi dans leurs fonctions pour que ça puisse fédérer davantage. D'accord. Et justement, à propos du coup, ce programme, est-ce que du coup, tu peux nous présenter un peu la démarche de Colgate? Je pense qu'on n'est pas beaucoup, en tout cas, à la connaître. Je vais repartager Ouais, je veux bien. Pour que tu puisses nous en dire plus, que ça soit un peu plus concret. Hop. Merci. Donc là, je vous ai mis la vision de l'entreprise. Donc, on est une entreprise en croissance. Hein. On reste une entreprise à but lucratif, bien entendu, cotée en bourse aux États-Unis. Donc, c'est important de garder cet aspect-là, bien sûr. Nous sommes une entreprise aussi innovante et bienveillante qui imagine un avenir différent, plus sain pour les personnes, leurs animaux et notre planète. Donc, vous voyez ce que je disais au départ sur la côté hygiène. Donc, on imagine un avenir plus sain pour les personnes. Il y a les animaux aussi, parce que je ne l'ai pas cité, mais on a une filiale spécifique qui fait de la nourriture pour animaux domestiques. Je m'en occupe pas du tout, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité, hein, mais c'est pour ça que ça apparaît dans la mission de l'entreprise. D'accord. Et l'environnement a été rajouté effectivement quand on a redéfini les objectifs pour 2020-2025 pour renforcer le message qu'on travaille à réduire notre impact. On va être réaliste, hein, on produit des produits sous format liquide, des formats liquides, donc dans un emballage en plastique, puisque jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver des alternatives. Et donc, on a un impact et on utilise de l'énergie, des matières premières, des ressources. Les consommateurs utilisent de l'eau et de l'eau chauffée pour consommer nos produits. Donc, on a un impact sur l'environnement. Ça, on ne va pas dire le contraire. En revanche, on va essayer de le réduire autant que possible. Ouais. Et la mission RSE, plus spécifiquement, on est fiers que la marque Colgate soit présente dans plus de foyers que n'importe quelle autre marque dans le monde. Effectivement, presque 6 foyers sur 10 dans le monde ont la marque Colgate. Alors, on n'a pas cette image en France parce que la marque est beaucoup plus faible, mais le fait que cette marque soit présente dans plus de 200 pays et 150 ans, en l'occurrence pour la marque Colgate, fait qu'on a cette forte présence dans le monde. Ça nous oblige aussi, puisque du coup, on est aussi on a beaucoup de tubes qui sont après usage jetés, et donc on est aussi dans les marques qui peuvent être citées comme étant les plus polluantes, puisque présentes partout dans le monde. Donc, on a aussi une obligation de traiter nos emballages. D'accord. Et donc, quand tu dis mission RSE, est-ce que c'est parce que vous avez un statut entreprise à mission ou non? Non. Ça, c'est vraiment non. Non, l'entreprise à mission, c'est plutôt une réflexion française. Quand l'entreprise est américaine, c'est vrai qu'on va s'attacher à avoir des mesures ou des normes qui sont un peu plus internationales, on va dire. Ok. Et du coup, si on rentre un peu plus dans la démarche. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment les 3 piliers et peut-être les actions que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place pour... Oui, avec plaisir. Donc là, vous avez les objectifs mondiaux. Donc, comme je le disais, comme on est présent partout, on a des ambitions qui sont fortes.
et avec un impact sur l'ensemble des pays dans le monde. La mission RSE s'articule autour des 3 piliers qui sont assez classiques, People, Planet et Product, si on le fait en anglais. Et donc, nous, on l'a exprimé de façon un peu plus proche de nos engagements. Donc, générer un impact social. Comme je le disais, on est présent partout dans le monde avec le dentifrice et donc on veut sensibiliser 2 milliards d'enfants à l'hygiène bucco-dentaire. Donc en fait, avoir la bonne technique de brossage et les encourager à se brosser les dents 2 minutes 2 fois par jour. Et donc on veut sensibiliser 2 milliards d'enfants d'ici 2025. Je vais vous dire où on en est, parce que c'est bien d'avoir des objectifs, c'est encore mieux si on peut partager des résultats. Et ça, par exemple, vous faites comment? Ça passe par quoi, cette sensibilisation? Alors, ce sont des programmes qui vont être déployés dans quasiment toutes les filiales dans le monde, où on propose un kit pédagogique aux instituteurs dans les écoles primaires et charge aux instituteurs, ou si nous, on peut aller directement, ça dépend des structures juridiques et réglementaires des pays. Cet outil pédagogique peut être utilisé pour sensibiliser les enfants au brossage à l'école. Ok. Et le programme a commencé dans les années 90, donc on a 1,6 milliard d'enfants qui ont déjà été sensibilisés à fin 2022. Donc on n'est pas loin de notre objectif de 2025. Okay. Ensuite, on va avoir le deuxième pilier qui va être soutenir des millions de foyers. Donc là, ce sont nos produits. Comme je disais, ce sont des produits d'hygiène du quotidien, accessibles à tous. Donc notre priorité, c'est bien sûr de proposer des formules qui sont sûres et efficaces. Ça va être, c'est obligatoire. On ne va pas proposer un produit qui est très peu impactant sur l'environnement s'il n'y a pas d'une efficacité derrière. L'efficacité est primordiale. En revanche, on va s'attacher à essayer de réduire l'impact environnemental des produits, des ingrédients qui sont dedans, mais aussi des emballages, d'où l'objectif d'avoir 100% de nos emballages recyclables, réutilisables ou compostables d'ici 2025. Sachant que dans nos catégories de produits, on est plus sur des emballages recyclables ou réutilisables. Et que c'est un programme qui a commencé, pareil, dans les années 2010, là plutôt, parce que c'est un travail de longue haleine de rendre tous nos emballages recyclables ou réutilisables, éventuellement compostables, mais on est déjà à 87% du chiffre d'affaires réalisé en France en 2022 qui est fait sur des produits qui ont un emballage recyclable ou réutilisable. D'accord. Donc là aussi, on n'est pas très loin de nos objectifs, d'atteindre nos objectifs 2025. Et quand tu dis des offres éco-conçues, est-ce que tu as des exemples de produits justement qui ont suivi une démarche d'éco-conception? Alors, comme je le disais, le cœur de nos catégories de produits sont les produits liquides. On va essayer de travailler, et on a besoin d'un emballage en plastique, et l'empreinte carbone finalement de nos produits est principalement sur le traitement des emballages plastiques, mais aussi sur leur consommation des produits. Quand le consommateur utilise le gel douche, il fait couler de l'eau de sa douche. Alors, je suis désolée, je vais casser un peu les expériences agréables du matin, mais 40% de l'empreinte eau et énergie et carbone. Et quand le consommateur utilise le gel douche sous la douche, puisqu'il faut chauffer l'eau, et ça a une empreinte carbone assez importante. Et donc, on va essayer de réfléchir et de proposer des solutions plus solides. Typiquement, ça fait partie des solutions qu'on peut proposer. Donc, on a proposé une douche solide sur Senex, par exemple. On a fait un test aussi sur des dentifrices solides, des pastilles à croquer. Et on a lancé aussi récemment des assouplissants en dose solide, un peu comme vous pouvez faire pour le lave-vaisselle, une dose solide d'assouplissant. On travaille sur la concentration des formules aussi, puisque le solide, certains consommateurs sont prêts à passer à cette forme différente, cette consommation différente et expérience différente, mais c'est loin d'être la majorité de la population. Donc on essaie de travailler sur des formats concentrés qui seraient un peu plus consensuels. Ou peut-être sur un système de recharge, des choses comme ça. Exactement. Tu as raison. J'aurais dû le citer aussi. Effectivement, on développe beaucoup d'éco-recharges. Alors, il y a des doses, les dosettes soupline où la croix existe depuis toujours. Je les ai toujours connues, mais c'est vrai que maintenant, on est plus sur des formats d'oil-pack qui sont pas toujours recyclables dès le départ. Ça fait partie des challenges d'emballage qu'on peut avoir, mais qui permettent au moins de réduire la quantité de plastique qu'on utilise, puisqu'en moyenne, c'est 70% de moins de plastique sur le deuil pack par rapport à un flacon. Et au fur et à mesure qu'on apprend et que les technologies se développent, ces éco-recharges deviennent recyclables. D'accord. Et après, j'imagine que peut-être sur le plastique, vous avez peut-être fait de la recherche pour peut-être diminuer la quantité que
que les emballages soient peut-être, enfin, plus fins. En tout cas, Oui. diminuer un maximum cette quantité sur des produits où vous n'avez pas encore d'alternative, c'est peut-être. Oui, alors on a un objectif de réduire de 25% la quantité de plastique qu'on utilise dans nos produits d'ici Ouais. 2025. On est à moins 11, donc j'espère qu'on va arriver à l'objectif. Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais typiquement, comme tu le cites très justement, on a lancé un tube de dentifrice recyclable il y a 4 ans, c'est le premier sur le marché, et on a mis cette technologie en open source pour que tous les fabricants, y compris les concurrents, le prennent, s'ils le souhaitent. Et on va un petit peu plus loin, puisque là, l'année prochaine, on va réduire la quantité de plastique utilisée sur les tubes de dentifrice. On va les réduire de 16%, effectivement. Ok. Voilà. Donc, c'est de l'amélioration continue. C'est beaucoup de recherche pour s'assurer que les formules restent stables à l'intérieur, parce que ça reste la priorité, encore une fois, d'avoir des formules sûres et efficaces, mais évidemment réduire l'impact de l'emballage. Et donc, vous travaillez sur ça, sur le produit, c'est là, du coup, recherche et développement, enfin, du coup, quelle direction qui travaille sur ça, innovation, enfin, recherche et développement, j'imagine. C'est beaucoup de R&D. Alors, quand c'est des solutions comme ça sur des produits au format existant, finalement, ça va être beaucoup les équipes emballage et R&D qui vont travailler ensemble. Ouais. Quand il s'agit de transformer l'usage du consommateur, donc les pastilles ou les éco-recharges, le marketing va avoir un rôle plus important, et moi aussi, bien sûr, et moi et puis mes équivalents au niveau global, pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut rendre ces produits désirables auprès de la majorité. Parce qu'encore une fois, on est parfois biaisé. Nous, on a l'impression que tout le monde, toute la société est prête à aller sur des produits plus éco-responsables. Mais c'est loin d'être la réalité de l'ensemble des 100% de la population. Or, nous, on propose des produits qui doivent être accessibles à tous. Donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble avec le marketing, la R&D et le packaging, et donc la RSE, à comment rendre ces produits qui sont disruptive dans leur usage plus désirables auprès d'un plus grand nombre de consommateurs. Ok, très clair. Et donc, du coup, sur l'environnement, du coup, c'est le troisième pilier. Donc, on produit, on a des usines en propre, et donc on a effectivement des objectifs sur nos outils de production qui sont assez classiques pour les industriels, de réduire la quantité de déchets qu'on peut avoir dans nos usines, et donc d'avoir cette certification qui garantit, qui valide le fait que tous les déchets, qu'on réduit la quantité de déchets qu'il y a dans nos usines, et que ce qui reste est réutilisable, recyclable ou compostable. Donc de la même logique que sur les emballages produits. Passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030, et aussi, alors pour une entreprise américaine, elle avait déjà identifié il y a 10 ans que la France était une zone à stress hydrique important. Ouais. Et donc, on a un objectif de réduction de consommation d'eau de 20% dans les usines pour 2025 en France et 2030 dans les autres pays du monde. Et, voilà. Et de rendre à la collectivité autant d'eau que ce qu'on a pu ponctionner en amont de l'usine. Ok. Et finalement, l'empreinte carbone, donc ça c'est évidemment un objectif là aussi commun à beaucoup d'entreprises, d'atteindre la neutralité carbone à 2040, mais en tant qu'entreprise, on ne communique pas sur les produits parce que ça n'a pas de sens de communiquer une neutralité carbone sur un produit. En revanche, on fait partie du collectif pour réduire notre empreinte carbone et essayer d'atteindre cette neutralité à horizon 2040. Ok, merci pour ces explications. N'hésitez pas si vous avez des questions voilà, sur cette démarche, je vais avancer, mais je reste attentive au chat. Donc ça, peut-être que du coup, tu as dû un peu le dire. J'ai commencé à parler, voilà. Donc je parlais des objectifs, mais c'est bien de montrer des résultats concrets. Et donc ça, ce sont des résultats à fin 2022 qui montrent qu'on est déjà bien avancé pour atteindre nos objectifs à 2025, parce que c'est dans 3 ans, donc ça arrive très vite. Sur la plupart des KPIs que j'ai montrés. Et ensuite, j'ai des cas plus spécifiques à la France, mais on est à peu près dans les mêmes niveaux que ce qu'on peut avoir au niveau global. Le programme de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire est porté par plutôt la marque Elmex en France. Ouais. Mais c'est sur le même principe que ce qu'on peut faire avec Colgate dans les autres régions. Voilà. Sur les emballages, pareil, fabrication plutôt européenne, voire française, selon les usines. Et voilà. Il y a une question de Benoît, peut-être, si tu veux qu'on y réponde. Je te laisse y répondre. Au sein d'un grand groupe et gérer la territorialité et les disparités de réglementation sur les enjeux environnementaux. Alors effectivement, ça fait partie. C'est une des raisons pour lesquelles mon poste a été créé en France. C'est que la France est assez avancée sur les réglementations
plus exigeante encore que l'Europe. Et l'Europe est généralement plus exigeante aussi que les autres régions dans le monde. C'est complexe, mais c'est aussi pour ça que mon poste a été créé. C'était pour effectivement bien comprendre ce qui se passait en France et pouvoir adapter nos outils de production et nos produits et notre filiale opérationnelle et commerciale aux enjeux français. Même si effectivement on a une logique plutôt européenne en termes d'outils industriels, puisqu'on a une méga usine par catégorie de produits, pour simplifier mais pour faire court, qui va produire pour l'ensemble de la région européenne. Donc on travaille beaucoup avec les fédérations professionnelles aussi pour que la voix de la France se reflète dans les réglementations européennes qui vont venir avec le European Green Deal notamment. Donc ça simplifie l'opération, le business. Et alors, politiquement, combien vous êtes? Du coup, tu disais c'était toute seule, en tout cas pour la France. Je suis toute seule en France. J'ai une équipe au niveau européen, parce que comme je le disais, l'outil industriel, il est réfléchi au niveau européen. Donc, on a une petite dizaine de personnes multifonctionnelles au niveau de la division européenne qui vont s'attacher à ce que nos outils industriels se développent en ligne avec nos actions, et donc une vingtaine de personnes au niveau corporate sur la partie développement durable, et il y a une dizaine de personnes en plus sur l'impact social. Alors, le lobbying fait partie de mon périmètre. En fait, l'essentiel dans la RSE, et ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais quand on commence à travailler sur le sujet, on s'en rend compte, il est essentiel qu'on trouve des solutions communes entre industriels, mais aussi qu'on réfléchisse avec les autorités sur où on veut aller et comment on veut y arriver, puisque personne n'a la solution miracle. Et c'est en essayant qu'on y arrive. Et je vais vous donner l'exemple du tube recyclable. On l'a décidé de le mettre en open source, donc n'importe qui peut utiliser cette technologie pour faciliter finalement la collecte et le tri et la gestion de ce déchet. Si tous les tubes passent sur le même matériau, c'est beaucoup plus simple pour les centres de collecte de mettre en place les outils de détection de ce matériau et ensuite aux filières de recyclage de traiter ces emballages, puisqu'il y a la taille critique pour traiter cet emballage. Donc, effectivement, on travaille au sein des fédérations professionnelles, alors de façon évidemment complètement en ligne avec la loi, sur des informations qu'on peut partager, sur lesquelles on peut échanger ensemble pour trouver des solutions communes. Merci Caroline, j'espère que ça a répondu, Benoît, à ta question. Et je voulais savoir, du coup, au quotidien, parce que là, du coup, on a vu de manière générale les actions RSE. Voilà, c'est quoi ton quotidien, toi, en tant que responsable de RSE? Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Peut-être même là, sur 2024, ça va être quoi tes chantiers prioritaires? Mon chantier prioritaire pour 2024, ça va être on va lancer quelques produits qui changent un peu les habitudes des consommateurs. Je peux pas encore dire tout, puisque c'est encore un peu confidentiel, mais je travaille beaucoup avec les équipes marketing pour rendre ces produits visibles des consommateurs et comme je le disais, désirables. Puisque ça va être des gestes un peu différents de ceux dont ils ont l'habitude, et comme si on est sur des produits d'hygiène du quotidien, les consommateurs se posent pas trop de questions sur comment utiliser nos produits. Ouais. Donc voilà, il faut que on travaille aussi avec les enseignes, donc les grands magasins, les supermarchés, les hypermarchés, à donner des bons KPI sur ces produits qui vont mettre un peu plus de temps à rencontrer le succès qu'un produit classique. Ouais. Voilà. Donc ça va être l'enjeu principal, c'est vraiment sur les offres produits, comment est-ce qu'on peut les rendre désirables. Et sur la partie, du coup, je me suis permis de répondre pour la CSRD, j'imagine, du coup, oui. Vous allez être impacté, vous êtes une grosse entreprise. Est-ce que, du coup, ce reporting-là, c'est toi qui es en charge de le faire? Alors, il y a énormément de sujets. Donc, on est déjà sur les rapports ESG qui, jusqu'à présent, étaient gérés par le niveau corporate, au niveau aux États-Unis. La CSRD est encore un peu complexe. C'est encore assez compliqué de comprendre si c'est les filiales ou si c'est la maison mère qui va le faire. D'accord. Donc, on est encore en train d'essayer de comprendre à quel niveau ça va être traité dans le futur. Mais si c'est traité au niveau de la filiale, effectivement, bien sûr, je ferai partie des personnes qui travailleront dessus, même si je ne suis pas une experte sur chacun des sujets, donc ce sera beaucoup de coordination. Et est-ce que vous avez comme projet de vous faire labelliser, par exemple,
Je pense plutôt au label engagé RSE de la FNOR, parce que Bicorp, ça vous concerne pas vu que vous êtes une grande entreprise. Est-ce que c'est un projet ou pour l'instant c'est pas la priorité ou vous y avez pensé? Alors, en l'occurrence, sur Bicorp, on a une marque qui est traitée comme une filiale indépendante qui s'appelle Tom's of Maine, qui est commercialisée quasiment qu'aux États-Unis, qui est Bicorp. Ça fait partie de l'ADN de cette marque dès l'origine, en tout cas d'être positionnée sur un positionnement RSE, mais à l'américaine, et pour autant, elle a eu la certification Bicorp. Mais effectivement, au niveau du groupe, on ne cherche pas forcément à l'obtenir. Comme je disais, on est un groupe vraiment international. Les certifications régionales sont trop complexes. Si chaque région cherche à obtenir une certification, c'est un peu trop complexe pour nous à organiser. Donc, on préfère s'attacher à travailler sur des objectifs concrets, comme on peut le faire et comme ce que j'espère avoir pu vous partager. Et puis, on laisse les autorités nous challenger et vérifier nos allégations s'ils le souhaitent, mais on est confiant sur ce qu'on dit et on préfère travailler sur du concret finalement. Ouais, je comprends. Et Marion demande quel outil vous utilisez pour la collecte des données ESG et reporting. Alors là, typiquement, comme c'est pas moi qui le gère, je ne connaîtrais pas forcément des outils spécifiques. J'avoue que je peux pas répondre à cette question-là. Ouais, parce que du coup, c'est au niveau des États-Unis. Ouais, je sais pas très bien ce que c'est. Même en termes d'outils, je vois pas bien. On remplit les rapports CDP sur l'empreinte par carbone, par exemple, mais quel outil alors, ça dépendra beaucoup des différents. Alors, en l'occurrence, nous, on est passé sur Google, donc on a des Google Sheets, etc. Mais je ne vois pas trop le. Ok, les manuels. Du coup, Marion, oui, comme disait Caroline, c'est pas elle qui gère cette partie-là. Du coup, c'est au niveau. On utilise SAP, donc on a beaucoup d'informations qui viennent des SAP et on fera des extractions qui seront publiées dans des rapports sur Excel, soit PDF, sur les sujets. Antoine avait une question. Ouais, les grandes difficultés que tu rencontres pour atteindre les objectifs 2025 utilisables. Je l'ai un peu mentionné, les éco-recharges sont compliqués à avoir en recyclable parce que c'est souvent pour garantir l'étanchéité et la sécurité des formules liquides, il faut souvent que l'emballage soit en fait composé de multicouches et de plastique ou plastique plus aluminium différents qui permet de garder cette étanchéité. Et donc, qui dit polymatériaux dit complexité, non recyclable. Donc, il faut finir avec pas mal de recherches, pas mal d'essais pour finir à réussir à trouver des objectifs recyclables, des solutions recyclables. Et l'autre enjeu, ça va être sur les pompes qu'on peut avoir, sur les savons pour les mains, par exemple, de Palmolive, où il y a souvent un petit ressort à l'intérieur métallique, donc qui rend la pompe en elle-même non recyclable. Et on peut trouver des solutions sur le marché, mais on en revient au fait qu'on doit avoir des produits qui restent accessibles à tous. Et donc, souvent, ces solutions sont chères ou difficiles à mettre à l'échelle de nos quantités de produits, parce que comme on est leader ou numéro 2 sur le marché, on a énormément de quantités. Et donc, ce sont ces enjeux-là qui sont les plus compliqués pour gratter les derniers petits points qui nous manquent pour atteindre nos objectifs de 100%. Mais on ne lâche rien, on finira par trouver des solutions. Le vrac, je ne sais pas si on a le temps de répondre ou pas. On a encore quelques minutes. Très bien. Le vrac, alors on a fait un test, alors pas de bol, on avait fait un test en 2020, juste au début du Covid, chez Monoprix sur 3 catégories de produits de vrac, pour comprendre un peu plus les enjeux. Et finalement, nos conclusions ont été les mêmes que celles qu'on peut voir jusqu'à présent. C'est que c'est une façon complètement révolutionnaire d'imaginer la production, la logistique, la commercialisation et l'utilisation de nos produits, le vrac, puisqu'il faut tout revoir au sein de nos usines. Il faut imaginer donc des gros bulks, il faut pouvoir les envoyer quelque part, il faut que les machines soient adaptées dans les magasins, que les magasins soient formés à utiliser ces machines, à garantir la sécurité et la traçabilité des formules. Il faut que le consommateur soit prêt aussi à venir avec 50 emballages différents. Donc, concrètement, aujourd'hui, le modèle économique n'existe pas.
sur le modèle du vrac. Et malheureusement, on voit beaucoup de magasins qui sont 100% vrac qui se ferment de plus en plus depuis un an, aussi victimes de la crise, parce que le nombre de consommateurs n'est pas encore au rendez-vous et les problèmes d'hygiène sont forts. Néanmoins, on a dans la loi AGEC une obligation. Alors, l'obligation, elle est chez les enseignes d'avoir 20% de leur offre disponible en vrac d'ici 2030. Donc, on réfléchit collectivement au travers de l'ILEC. On en revient justement à cette idée de trouver ensemble, au travers des fédérations professionnelles, réfléchir ensemble à des solutions. Et donc, l'ILEC, c'est la Fédération des fabricants de produits de grande consommation, alimentaires et non alimentaires. Donc, les 100 plus grandes marques, ou 150 plus grandes marques, enfin, des grandes marques françaises qui sont commercialisées en France font partie de cette fédération. Et cette fédération, avec la fédération des distributeurs, mais aussi avec de la logistique, réfléchit à une solution, un modèle économique complet. Voilà. Donc, concrètement, Colgate ne fait pas partie du premier test, je vous avoue, puisqu'on a déjà eu nos conclusions et on n'est pas encore capable de proposer des solutions. Néanmoins, on suit beaucoup ce test de vrac, et une fois qu'ils auront trouvé des solutions, on accompagnera bien sûr le mouvement pour le proposer. Marc. Merci Caroline, je pense que c'était une réponse très complète. Et on avait aussi une question de Mathilde, et après on va conclure cet Indiclub. Travaillez-vous uniquement sur le carbone, ou est-ce qu'il y a le sujet biodiversité qui est intégré? Alors, à mon goût, la biodiversité n'est pas assez traitée chez Colgate, je dois dire. Donc, je milite beaucoup là-dessus. En fait, la biodiversité va être traitée sur nos ingrédients majeurs, qu'on trouve principalement dans nos produits. Donc, alors là aussi, ça peut paraître un peu atténuant en premier abord, mais c'est sur des ingrédients majeurs comme la menthe, puisqu'on a de la menthe dans nos dentifrices et qu'on est présent partout dans le monde. En fait, on est un gros consommateur de menthe. Bien sûr aussi, on va travailler après sur l'huile de palme et ses dérivés d'huile de palme, sur la partie bois, parce que là aussi, en fait, on consomme aussi pas mal de papier pour les conditionnements. Voilà, exactement. Pas tellement pour nos produits finis, mais sur les conditionnements. Donc voilà, on va choisir les ingrédients, les matières premières sur lesquelles on travaille, on consomme le plus, et essayer de réduire notre impact là-dessus en ayant des certifications d'approvisionnement responsables à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi sociétal, et de réduire les quantités qu'on utilise. Mais voilà, c'est encore un peu trop spécifique, je trouve, sur certains ingrédients et pas assez sur la réflexion biodiversité de façon générale, à mon goût. Merci Caroline. On va du coup conclure ce webinaire. Je voulais juste donc vous partager une formation qu'on a lancée là en octobre. Donc une formation pour se former au métier de responsable RSE. Donc on est en train on l'a un peu changé pour l'année 2024. En gros, ce qu'on aimerait vous proposer, du coup, c'est une formation qui dure 2 mois. Avec 102 heures. Alors, pas de panique, c'est pas 102 heures de visio. Donc, il y a une partie, bien sûr, en live pour échanger avec un intervenant, donc qui serait de 48 heures. Et le reste des heures, c'est du e-learning. Donc, une plateforme en e-learning où vous avez des contenus à lire, ainsi que des devoirs, des homework. Et tout ça, du coup, constitue un package de 102 heures. Voilà, si vous avez envie de vous former, en tout cas, au métier de responsable RSE, que ça vous a donné envie, peut-être avec le partage de Caroline ou d'autres Indiclubs qu'on a fait avec d'autres responsables RSE. Voilà, c'est un bootcamp qui est assez complet, qui a été du coup co-construit avec des responsables RSE. Et donc je vous ai affiché voilà le tarif juste en bas. Donc c'est un tarif qui prend du coup toutes ces heures-là, qui comprend à la fois aussi donc des cours, mais un accompagnement carrière. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer la brochure qui est en train d'être finalisée, donc qui n'est pas encore sur notre site internet. Mais si jamais vous voulez que je vous l'envoie, je vous communique mon mail dans le chat. Et si jamais vous avez des questions aussi sur le programme, vous pouvez aussi contacter Cyrine, qui est la responsable des admissions chez Indigo. Donc je vous mets aussi voilà son mail et son numéro de téléphone pour pouvoir vous en dire plus. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Maintenant, vous connaissiez un peu mieux le groupe Colgate et leur démarche RSE. N'hésitez pas voilà, à m'ajouter sur LinkedIn aussi si vous voulez, ou peut-être à ajouter Caroline. Exactement.
Vous avez un dernier, voilà, je crois, sondage qui s'affiche. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, on peut prolonger la conversation sur LinkedIn. Je vous souhaite donc une bonne après-midi à tous et à toutes. Et on se retrouvera, du coup, on aura d'autres Indie Club qu'on va bientôt annoncer pour le mois de décembre. Donc, il y en aura au moins deux. Un notamment sur la biodiversité et la CSRD, pour ceux que ça intéresse, et un autre sur l'éco-conception. Donc, voilà, donc je les publierai bientôt sur le groupe Meetup. Le groupe Meetup qui regroupe tous nos événements. Donc, si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe parce que du coup, dès qu'on ajoute un événement, vous recevez une notification par mail. Donc, ça vous permet d'être tenu au courant régulièrement des événements Indigo et puis même, il y a les événements Maria auxquels vous pouvez assister qui sont aussi accessibles. Voilà, et ben bon appétit et à très vite. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci Oriane et merci à tous et à toutes.